Dans cet immeuble de pierre grise, au cœur du 9e arrondissement, entre une boulangerie familiale et une boutique de robes de mariée, les habitants ne se saluent que rarement, chacun prisonnier de ses horaires, de ses habitudes, de ses silences polis dans l'ascenseur au miroir terni. Mais elle connaît chaque étage, chaque porte, chaque rideau, chaque ombre, et surtout chaque homme qu'elle y voit en secret, car ils sont 5 à croire être le seul. 5 à monter les marches avec le même désir au ventre. 5 à penser qu'ils la possèdent un peu plus que les autres, alors qu'ils ne sont, au fond, que les fils d'une même toile qu'elle a tissée patiemment, habilement, comme un jeu d'échecs sensuel et dangereux. Et cela dure depuis presque 1 an maintenant, depuis qu'elle s'est installée au 2e étage, dans cet appartement lumineux qu'elle a décoré comme un écrin en rideaux en lin beige, fauteuils anciens, bibliothèque pleine de poésie, bougies parfumées et verres à vin finement rangés. Un appartement toujours prêt, toujours accueillant, toujours discret, et chaque soir, ou presque, elle reçoit l'un d'eux dans un ordre qu'elle seule connaît, selon un calendrier mental complexe, mouvant, nourri par les humeurs, les messages reçus, les regards échangés dans la cage d'escalier. Il y a d'abord Paul, au 3e, professeur de philosophie à la retraite, veuf depuis 5 ans, cheveux blancs, regard doux, passionné par les tragédies grecques et les femmes qui s'y trilquent, avec qui elle partage du thé noir et des silences tendres avant que ses mains tremblantes ne cherchent encore les courbes d'un corps qu'il croit comprendre. Il l'aime comme on aime une idée, fragilement, respectueusement, sans jamais oser trop demander. Et elle joue avec cette pudeur-là, elle l'accueille comme un confident plus que comme un amant, mais elle l'enlace avec lenteur, avec soin, parce qu'il a été le premier à l'aimer dans l'immeuble. Ensuite vient Mehdi, 29 ans. Coursier, 6e étage, vélo rangé sur le palier, corps nerveux, toujours en mouvement, tatoué jusqu'au poignet, drôle, insolent, brut de décoffrage, qui l'appelle princesse avec un sourire en coin, qui la prend comme une tempête, contre les murs, dans l'entrée, parfois sans même ôter son blouson, et elle rit, elle crie, elle le griffe, elle l'insulte en gémissant, car avec lui c'est un exutoire, une déchirure délicieuse, une chute volontaire. Et puis il repart toujours aussi vite qu'il est venu, sans promesse, sans lendemain, avec l'arrogance de celui qui croit ne rien ressentir, mais elle sait que, parfois, il reste plus longtemps que prévu, qu'il regarde ses livres d'un œil curieux, qu'il s'endort sur son ventre comme un enfant paumé. Le 3e, c'est Julien, le voisin d'en face, même étage, juriste, divorcé, 2 enfants en garde alternée, cheveux châtains, chemise repassée, montre en or discret, celui qui a mis le plus de temps à céder, par fierté, par peur, par volonté de rester sage. Et pourtant c'est avec lui qu'elle vit les nuits les plus longues, les plus douces, car Julien aime parler, se confier, demander des avis sur tout. Et elle l'écoute, elle le conseille, elle le rassure, avant de le déshabiller lentement, de l'attirer dans sa chambre comme on attire une promesse, et de lui offrir un monde où il n'est plus père, ni ex-mari, ni employé modèle, juste un homme, juste son amant, le temps d'un souffle. Et puis il y a Thomas, au 5e, acteur de théâtre, très beau, trop beau même, toujours entouré, toujours en représentation, qui lui parle comme à une muse, qui déclame des vers après l'amour, qui écrit son prénom sur des bouts de papier qu'il glisse sous sa porte, qui se croit mystérieux mais qui est terriblement lisible, et elle joue avec lui comme avec une marionnette charmante, consciente qu'il l'aime surtout parce qu'elle ne l'admire pas, parce qu'elle ne se pâme pas devant son succès modeste, et c'est cela qu'il cherche, au fond, quelqu'un qui le désire sans l'idéaliser, quelqu'un qui l'humilie un peu parfois, qui le renverse, qui le fait taire, et elle le fait, avec joie, avec cruauté parfois, mais il revient toujours, affamé d'humiliation, amoureux d'un pouvoir qu'il ne comprend pas. Enfin, il y a Adrien, le plus jeune, 22 ans, étudiant en master de lettres, timide, maladroit, fragile, qui habite la chambre de bonne au dernier étage, qui la regarde comme on regarde un film interdit, avec fascination et honte, qui n'a osé frapper à sa porte qu'après des mois de fantasmes silencieux, de regards volés dans les escaliers, et quand il l'a fait, elle a compris immédiatement, elle l'a fait entrer, elle l'a pris par la main, elle lui a tout appris, tout donné, elle l'a guidé, elle l'a façonné, et maintenant il est amoureux, fou. Dépendant, il lui écrit des lettres enflammées qu'il glisse sous son paillasson, il lui offre des fleurs volées dans les squares, il pleure parfois après l'amour, il tremble à l'idée qu'elle le quitte, et elle l'aime pour cela, pour cette candeur absolue, pour ce désespoir sincère, elle l'aime comme on aime un premier amour inversé, qu'elle contrôle cette fois, qu'elle façonne comme une œuvre vivante. 5 hommes donc, 5 solitudes, 5 miroirs d'elle-même, 5 rôles qu'elle incarne tour à tour avec une précision d'actrice, une sensualité de prêtresse, un détachement parfois cruel, et tout cela pourrait continuer indéfiniment, si un détail n'avait pas tout changé, un minuscule détail, presque un hasard, une écharpe oubliée, une odeur de parfum familière sur un manteau,
un prénom murmuré en rêve par l'un des hommes dans son sommeil. Mehdi, avait dit Julien, une nuit, juste avant de se réveiller en sursaut, et elle avait compris, alors, que les fils de sa toile se rapprochaient, que les lignes parallèles commençaient à se croiser, et ce fut le début de la fin, ou le début d'autre chose, car les hommes commencèrent à douter, à s'observer, à parler, à comparer, chacun croyant découvrir un secret qu'il était le seul à connaître. Et peu à peu, le murmure enfla, monta les étages, glissa d'un appartement à l'autre comme un poison lent, et un soir, alors qu'elle s'apprêtait à recevoir Julien, elle ouvrit la porte et les trouva tous les 5 sur le palier, alignés, silencieux, certains furieux, d'autres blessés, tous enfin réunis, et elle, nue sous sa robe de soie noire, les regarda un à un, longtemps, sans un mot, avant de sourire doucement, de se reculer et de dire « Entrez ». Ils entrèrent, d'abord hésitants, comme s'ils pénétraient un temple interdit, puis plus franchement, comme poussés par une force qu'ils ne comprenaient pas encore, et elle referma la porte derrière eux dans un silence presque religieux, avant de les inviter à s'asseoir là, autour de sa table ovale en bois brut, sur ses fauteuils en velours, ses coussins ivoires, chacun à sa place, comme les points d'un pentacle secret, et elle demeura debout, droite, altière, presque solennelle. Les mains posées sur le dossier d'une chaise vide, celle qu'elle occupait d'ordinaire, son trône invisible, et elle les contempla comme on regarde des statues anciennes, chacune ébréchée à sa manière, chacune encore pleine de sa propre illusion, avant de parler, lentement, calmement, d'une voix plus grave que d'habitude, une voix d'aveu, de dernier acte. Je sais ce que vous pensez. Et vous avez raison. Chacun de vous croyait être unique. Chacun de vous l'a été, à sa manière. Je ne vous ai jamais menti. Je vous ai regardé, écouté, choisi. Vous m'avez tous donné quelque chose. Et moi, je vous ai donné ce que vous attendiez. Ni plus, ni moins. Ils restèrent muets, abasourdis par la clarté de ses mots, hypnotisés par cette femme qui ne s'excusait pas, ne suppliait pas, ne pleurait pas, mais tenait debout, libre, rayonnante, presque triomphante dans sa robe noire ouverte sur la clavicule, et c'est Mehdi qui rompit le silence, le premier, avec un rire sec. Donc quoi, c'était un jeu. Et elle le fixa sans ciller. C'était la vie, Mehdi. Pas un jeu. La vie comme je la veux. Sans chaîne. Sans promesse. Juste le vrai. Le désir. Thomas prit une inspiration théâtrale, comme à son habitude, mais ses mots restèrent coincés, car il comprenait, au fond, qu'il avait été un rôle parmi d'autres, et que cette femme n'avait jamais cru à son grand numéro de poète blessé. Julien, lui, regardait la table, les doigts crispés, l'ego fissuré, incapable d'accepter d'avoir été un parmi 5, un parmi tant d'autres, tandis que Paul, les yeux embués, murmurait presque. Et moi? Moi aussi j'étais, juste une partie. Or elle s'approcha, doucement, posa une main sur son épaule. Non, Paul. Toi, tu étais l'encre. Le port. Celui qui me calmait. Tu étais nécessaire. Mais je ne pouvais pas te dire que tu n'étais pas seul. Ça t'aurait détruit. Enfin Adrien, le plus jeune, tremblait légèrement, les lèvres pincées, et son regard suppliant demandait encore une explication, un mensonge rassurant, une exception, et elle s'adoucit en le regardant. Toi, Adrien. Tu étais l'avenir. Ou ce que j'en aurais voulu. Mais tu es trop jeune. Tu mérites une femme qui ne t'utilise pas pour oublier ce qu'elle a déjà perdu. Le silence revint. Puis elle alla vers la cuisine, versa 5 verres de vin rouge, les apporta à un sans trembler, et leva le sien, à la vérité. Même cru. Ils trinquèrent, certains à contre-cœur, d'autres par instinct, comme des condamnés levant leur dernier verre avant l'exécution. Et alors quelque chose d'étrange se produisit. La tension, au lieu d'exploser, se dissipa. Le feu de la jalousie céda à une forme d'étrange complicité. Ils étaient 5, oui. Mais ils étaient là. Ensemble. Vivants. Et tous, chacun à sa manière, avaient été aimés. Même un instant. Et cela suffisait. Elle, en les regardant boire, comprit qu'elle avait atteint le sommet de son propre pouvoir. Elle les avait rassemblés, comme une reine convoquant ses chevaliers perdus, et il n'y avait plus de mensonges, plus de fiction. Juste ce moment. Et lorsqu'ils partirent, un à un, dans un silence respectueux, sans colère, elle sut que plus rien ne serait comme avant, que le mythe était tombé, que le jeu était fini, mais elle ne ressentit ni vide, ni perte. Seulement une étrange paix, car elle avait regardé chacun de ses amants dans les yeux. Et aucun ne l'avait haï.